Bonjour le Bénin, bonjour à toutes et à tous. Immense plaisir de vous retrouver comme toujours sur 5 sur 7 matin, la matinale que vous propose Bénin TV. Nous sommes aujourd'hui lundi 31 mars 2025 et au menu, nous allons parler de corruption, nous allons parler politique internationale, actualité internationale. C'est un petit pas, mais un pas quand même qui montre que le Bénin est sur le bon chemin dans la lutte contre la corruption selon le dernier rapport de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption. Eh bien, le pays a gagné 2 places. Le Bénin qui a totalisé 43 points en 2023 obtient 45 points dans le nouveau rapport. Ce gain nous fait passer de la 70e place à la 69e sur les 180 pays classés. Eh bien, dans cette émission, nous serons avec le secrétaire général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Et puis, les Guinéens, beaucoup de Guinéens s'interrogent sur la grâce présidentielle accordée à l'ancien chef de la junte Moussa Dadis Camara. Au pouvoir entre 2008 et 2009, il avait été condamné le 31 juillet 2024 pour crime contre l'humanité dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre 2009 au grand stade de Conakry. Le président Mamadi Doumbouya évoque des raisons sanitaires qui sous-tendent cette décision, pour le moins controversée. Colère et indignation sur les bords du Fouta Diallo avec mes francs-parleurs de ce lundi, bien sûr. On vous en parle. Et puis, c'est passé vite, très vite, qu'on s'est à peine rendu compte. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a pris les rênes du pays il y a déjà un an avec son compagnon d'infortune devenu Premier ministre Ousmane Sonko. Le tandem tente d'insuffler une nouvelle dynamique au pays. Est-ce qu'ils y arrivent véritablement? Est-ce qu'ils ont réussi à basculer dans une nouvelle ère? Vous suivrez la lecture de mes francs-parleurs. Et de son côté, l'Alliance des États du Sahel instaure une taxe de 0,5% sur les importations en provenance des pays tiers pour supporter le fonctionnement de l'institution. Nous allons nous pencher sur ce modèle économique. En plateau, déjà avec moi sur 5 sur 7 matin, Géniala Fouda Moussi Akoka, bonjour. Bonjour Arman. Comment allez-vous? Bien et vous-même? Ça va. Avec vous, c'est le premier rendez-vous de l'information sur Bénin TV, le bulletin d'information. Là, on y va. Alors oui, c'est parti effectivement. Déjà, bonjour aux téléspectateurs. On démarre par ce jeune musulman, le jeune musulman qui, vous le savez sans doute, a pris fin après un mois de privation. Eh bien, les fidèles musulmans ont festoyé partout, que ce soit en famille, entre amis, à l'air libre ou sur les places Idi. Ambiance de ce moment avec Alain Soutchoumé et Ramatou Lawani. Après 29 jours de jeûne et de privation, la communauté musulmane du Bénin célèbre la fête du Ramadan. À la place Idi d'Akpakpa, les fidèles musulmans ont répondu nombreux à l'appel du muezzin. L'imam, dans son sermon, a insisté sur la culture de la paix et de la concorde. Vous savez, nous les musulmans, le mois de Ramadan se fait marquer par sa dernière décade, là où se trouve une nuit bénie, une nuit remplie de gloire. Et au cours de cette nuit, nous recevons les anges en visite. Les anges de Dieu descendent avec l'esprit en leur tête pour souhaiter à nous, les musulmans, la paix. Alors aujourd'hui, nous avons décidé d'apporter cette paix à toute la nation béninoise, de partager ça avec toute la nation béninoise, que la paix règne dans notre pays, que la paix règne au sein du gouvernement et que Dieu guide les pas de nos gouvernements toujours sur le chemin de la paix. Surtout que nous faisons face à des élections, que tout se passe dans la paix, rien que la paix, car la paix n'a pas de prix. Le cœur est donc à la fête après des jours de soumission aux préceptes de l'islam. Bonne fête d'abord aux musulmans, mais aussi bonne fête à tous les Béninois, en commençant par le premier d'entre eux, le président de la République, le président Patrice Talon, à tous les membres de son gouvernement et à tous les leaders de ce pays. Allons-y pour la bouffe et les boissons et la joie en famille. Je recommande que les gens fêtent halal. Ce n'est pas parce que c'est la fête qu'il faut se mettre dans l'alcool, alors qu'on sait que c'est prohibé par le Saint-Coran. Ambiance également du côté d'Aboumé Calavi à la fin du jeûne musulman à la mosquée centrale à Gori Plateau. Eh bien, l'imam a exhorté au pardon et à la cohésion nationale. Christelle Tongodo et Jules Kwaikou nous proposent ici une séquence de son adresse suivie d'un jeûne associatif. Cette fête qu'on a fêtée, c'est pour rappeler aux musulmans, à la communauté musulmane,
au peuple béninois d'être sincère, de se pardonner, de se parler. Sans l'unité nationale, la cohésion nationale, le pardon, rien ne peut avancer. C'est ça que j'ai dit dans mon sermon. Tant que nous sommes là, et ce sont les coups bas, les vengeances comme se fera, le pays ne va jamais marcher. Que les partis politiques surtout, que ce soit mouvance ou l'opposition, je demande à l'opposition de ne pas chaque fois regarder le mauvais côté. Ils n'ont qu'à aussi parler du bon côté. Et j'invite surtout la participation effective des anciens présidents de la République. Nous avons foi que toutes les bénédictions, toutes les prières qui ont été formulées à l'endroit de notre cher pays, le Bénin, à l'endroit de nos dirigeants, à l'endroit de nos familles, que tout cela a été exaucé par la grâce de Dieu. Nous allons progressivement vers une période plus sensible pour notre pays. Et c'est le lieu d'inviter tout un chacun de nous à nous unir davantage, à unir les intentions de prière pour que les dirigeants soient plus inspirés pour nous conduire à bon port. On reste à Bomey-Calavi où nous avons capté l'Aïd el-Fitr tel que vécu par les fidèles musulmans de Lobozumpa. Le cœur à la fête, ils ont aussi une pensée de paix pour leurs concitoyens. Voici les échos rapportés de la place Idi par Igor Ayosso et Amandine Aniamboussou. Cette prière boucle le mois de Ramadan, des évocations qui rappellent la dépendance envers Allah pour la subsistance et la gratitude pour ses bienfaits. Elle souligne aussi l'importance de la confiance en Dieu. C'est Dieu, le très miséricordieux, c'est lui qui nous a gardés depuis l'année passée jusqu'à cette année. Comme on l'avait dit, al-Islam wa salam. L'islam, c'est la paix. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Que Dieu nous donne la crainte de Dieu. Et donc, on a fait aujourd'hui à Lobozumpa ici. Ça fait vraiment... On n'a jamais fait cette prière-là d'abord depuis qu'on a commencé. Pour cette année-là, c'est encore plus bon. Les gens des quartiers, tous se sont venus. Le mot islam veut dire la paix. Dieu a fait qu'on a commencé le carême. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, la fin du carême, on a bien fêté. Et Dieu accepte notre prière qu'on vient de faire dans les mois de carême. Aujourd'hui, vraiment, alhamdulillah. Ici, à Lobozumpa, les fidèles musulmans ont suivi avec foi le sermon dirigé par le guide religieux qui a prié pour la paix et imploré la bénédiction divine sur le Bénin. Même registre, mais cette fois-ci à Lokossa, et témoin de ce moment, Évariste Zomahou et Samira Tchabimane. Ils étaient à la place Idi de Toguimé. Recommandés et non obligatoires, les fidèles musulmans de la commune de Lokossa sont sortis nombreux pour accomplir la prière de l'Aïd el-Fitr. Cette prière, dirigée par l'imam Souley Adamou de la mosquée Al-Mukhtar de Lokossa, marque la fin du jeûne musulman. Tu dois manger à la maison une bouchée avant de venir. C'est ça qui marque que effectivement donc vous avez fait la rupture donc de jeûne. Il y a l'imam qui a prêché et qui a prêché le pardon. Il a prêché le pardon entre nous et il a prêché le pardon entre nos États. Il a prêché le pardon entre nos autorités, entre nos contrées, entre nos villages, entre nos institutions donc de l'État. C'est un moment plus que jamais où la communauté musulmane prie, non seulement pour la promotion de la paix dans notre cher pays, mais aussi essaie quand même d'accompagner les plus démunis. Après cet acte de dévotion, les hostilités sont lancées par une parade. D'autres ont vu les 20 jours, d'autres n'ont pas vu les 10 derniers jours. C'est comme ça que d'autres ont vu les 10 derniers jours, ils n'ont pas vu la fin. Dieu nous a donné, nous autres, la vie. Jusqu'à aujourd'hui, on ne peut que rendre grâce à Dieu. C'est de tirer notre attention toujours sur le chemin de paix et de concorde et d'aimer, d'amour. Les fidèles musulmans sont invités à ne pas tomber dans la déviance qui les éloigne de Dieu. De la cité historique
Abomey, à présent, c'est au milieu d'une marée de fidèles musulmans que se sont retrouvés nos reporters sur une place Idi. Pierrette Adam-Yosui et Kadnel Kapo nous feront le point. Comme l'exige la tradition musulmane, les fidèles ont prié pour témoigner leur reconnaissance à Allah afin de continuer à obtenir sa protection et sa miséricorde. Ici, à la place Idi d'Abomey, El Hadj Malek Rossou, l'ancien député et tous les autres fidèles ont fait, sous la direction de l'imam de la mosquée centrale d'Abomey, les 2 rakats portant sur le pardon et l'unité. Nous sommes allés sur le pardon parce que le voyage est très court. Notre vie sur terre, ce n'est pas beaucoup. Donc, il nous faut une certaine droiture dans notre vie. Quelles que soient les conditions, il faut pardonner quand même. Et je profite pour remercier le chef de l'État qui a tout fait pour réconcilier les frères musulmans de la grande mosquée de Porto-Novo. Durant les négociations, le chef de l'État nous a demandé de prôner le pardon. Et nous demandons à tous les imams centraux de prier pour celui-là. Les mots pardon et unité sont également revenus dans le sermon, une prédication qui invite les croyants à préserver les acquis spirituels du Ramadan pour le bien de toute la nation. L'islam d'abord prône la paix. Il ne devrait pas avoir de dispute entre les frères musulmans, ni même avec les non-musulmans. Nous sommes tous issus d'un même Dieu. On n'a pas besoin de jalouser nos prochains et tout, donc d'être sage, de ne pas faire de la vie, des rancunes et autres. Outre la prière et le sermon, l'Aïd el-Fitr offre aussi l'occasion aux musulmans de témoigner leur soumission au Tout-Puissant à travers plusieurs autres types de prières. Voyons à présent comment s'est déroulée la fête de rupture du jeune musulman à domicile. Oui, une équipe de Bénin TV a fait immersion dans quelques ménages musulmans dans le 10e arrondissement de Cotonou. Heureuse Danondé et Igor Ayosso. Après un mois de jeûne et de prière, la fête de l'Aïd est un moment de joie et de gratitude. Et c'est surtout dans les foyers que cette journée prend tout son sens. Et ça a été un ramadan spécial. D'habitude, le ramadan est long, la période est longue. Pourquoi? Parce qu'on a des difficultés pour avoir des fruits, on a des difficultés, la cherté sur le marché. Bien sûr, les choses ont été chères, mais on n'a pas senti. Et ça, c'est encore la bénédiction d'Allah. Alors, en cela, maintenant, nous rendons grâce à Allah, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, de pouvoir nous garder en vie au moins un peu plus longtemps. Puisque je souhaite rencontrer encore toi Ramadan plusieurs fois. Loin des grandes célébrations publiques, la fête de Ramadan dans les maisons est un moment d'amour, de générosité et de renforcement des liens familiaux. Une célébration intime qui rassemble et unit. Après la fête, il y a 6 jours de carême qui commencent. Inch'Allah, on va le faire. Dans le fascinant monde de la couture, la gestion des coupons peut se révéler un véritable défi environnemental. Alors, comment se fait la gestion de ces déchets textiles ici au Bénin et surtout, comment mieux les valoriser? En ce 30 mars, journée internationale du zéro déchet, Fallon Kisezouno, Wenceslas Arouaimo et Igor Ayosso se sont intéressés à la question. Moïse est un des anciens de cet atelier de couture. Chaque jour, ici, une importante quantité de tissu est utilisée pour la confection de vêtements. Dans ce processus, la plupart des chutes issues de la découpe deviennent des déchets. On a coupé et le coupon déchet là, on met ça quelque part. Au sein de certaines structures, ces bouts de linge, déchets encombrants et embarrassants, sont brûlés, nous confie Moïse. Si on ne veut pas donner l'argent, mais l'argent qui prend là, c'est eux qui brûlent. Pourtant, ces déchets constituent une matière première prisée pour d'autres artisans.
Nous sommes ici au marché des arts de Cotonou. Dans cet espace conçu et aménagé pour la promotion de l'artisanat local, plusieurs objets sont fabriqués à base des chutes collectées ça et là dans des ateliers. On fait la carte d'Afrique avec, c'est très beau. Quand on fait les paysages ou bien les motifs africains, là, les femmes qui vont prendre de l'eau au marché, tout ça là, ça marche. Avec ce genre de choses maintenant, nous essayons de contribuer à la réduction de l'utilisation du bois. Malgré ces initiatives, la gestion des déchets textiles demeure un grand enjeu de salubrité publique. Bien souvent, c'est la Société de gestion des déchets et de la salubrité, SGDS, qui s'occupe du service après-vente. Pour ce qui est du peu qui reste, nos stylistes, nos couturières, ils les mélangent avec nos DSM. C'est minime, c'est pas beaucoup. Ils les mélangent avec le DSM et quand nous on vient récupérer, on récupère ça comme un DSM, on le traite comme des déchets solides mélangés. Ça suit le cycle normal de traitement des déchets solides mélangés. Pour une bonne gestion de ces déchets, je dirais aux stylistes, aux tailleurs, aux couturières, de ne plus mélanger les déchets avec les déchets solides mélangés. D'après le programme des Nations Unies pour l'environnement, l'industrie du textile est responsable d'entre 2 à 8% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde chaque année. Des chiffres alarmants qui poussent à développer d'autres méthodes de recyclage pour non seulement soulager des artisans comme Moïse, mais aussi pour sauver la planète. Nous ne devons plus jamais retourner dans un passé triste marqué par le favoritisme lors des examens et concours. C'est un message du ministre conseiller Huessou face aux parents des apprenants au lycée Koulibaly. Il est allé rassurer quant à la sécurisation du système national d'évaluation. Jérôme Moubo nous propose un extrait de son intervention. Ce que je voulais surtout rappeler, que depuis 2016, il y a eu un changement profond. Les parents, lorsqu'ils envoient leurs enfants aux examens, aux concours, n'ont plus d'inquiétude à cause d'un profond changement que nous avons eu dans ce pays. Le changement, c'est la sécurisation du processus d'évaluation. Plus aucun examen, aucun concours, aucune évaluation ne souffre des choses qu'on faisait dans le passé. Et je voudrais dire aux parents que depuis 10 ans, parfois on l'a oublié, que votre enfant soit à Nati Tengou, à Cotonou, à Lokossa, dans l'Ouémé, dans le Zou, dans les collines, partout au Bénin, le même système d'évaluation, la même intégrité est respectée. Et je viens de constater l'encadrement, ce que la direction des examens concours a organisé ici, le sérieux avec lequel ça a été organisé, prouve que nous ne devons plus jamais retourner dans ce passé. Que les enfants des pauvres et les enfants de ceux qui sont plus aisés aient les mêmes chances de réussite. Et j'ai vu les apprenants, j'ai vu les candidats, ils avaient tous le sourire aux lèvres. Pas à cause de l'épreuve, parce qu'ils ont rassuré qu'il n'y aura rien qui va s'interférer dans ce qu'ils ont livré comme travail. Et ça, le président de la République met un point d'honneur. Il y a des réformes qui passent inaperçues, mais cette réforme est une réforme fondamentale. C'est pour ça que le gouvernement, à travers le ministre de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle et le ministre conseiller ont mis beaucoup d'efforts pour être présents à chaque étape du processus. Voilà, ce sera tout pour le bulletin d'aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Génial Afoudam aussi à Boka. On se retrouve demain. Tout à fait. Avec le même plaisir. Toujours.
Toujours, n'est-ce pas? Et le même beau sourire surtout. Vous passez une excellente journée de lundi. 5/7 matin, juste après vous, on retrouve Marcel Arrossi dans le prolongement des informations, mais cette fois-ci, il va visiter pour nous les canaux, les journaux parvenus à notre rédaction ce lundi matin, de même que les sites d'information crédibles. À tout de suite. Les journaux, c'est avec Marcel Arrossi, comme toujours, comme souvent, ici sur 5/7 matin. Bonjour Marcel. Herman, bonjour à tous. Comment allez-vous? Très bien, merci. Un plaisir, comme toujours, de vous retrouver, Marcel. Plaisir partagé. Allez, on va découvrir ensemble ce que pensent les journaux de l'actualité nationale, mais également internationale. Vous les avez parcourus pour nous et vous nous en donnez lecture. Nous démarrons aujourd'hui la revue des titres par le quotidien Bénin Intelligent. Lutte contre l'endométriose, le Bénin se mobilise avec Endo Espoir, un plan quinquennal est en vue. L'événement précis aujourd'hui, projet Maria Gleta, les révélations de janvier Yahweh-Deou sur le régime Yahi, 45 milliards décaissés contre un coût réel de 4 milliards sous Boni Yahi selon janvier Yahweh-Deou. C'est à retrouver dans la parution du jour pour l'événement précis. Fraternité aujourd'hui, pour leur engagement dans l'opération Mirador, la bravoure de 19 officiers récompensés, bonne dynamique de valorisation des forces armées et de consolidation de la politique sécuritaire. Nord-Sud quotidien aujourd'hui, lutte contre le trafic d'essence Bayor, le Nigeria saisit des camions. Le Soleil Bénin Info Ramadan 2025, les musulmans prient pour la paix au Bénin. Il confie talon à Allah afin qu'il assiste dans sa noble mission à la tête du pays. L'économiste du Bénin, produit agroalimentaire, le complexe industriel d'Ongako innove avec la boisson Crown Cola. La nouvelle tribune, mutisme des aspirants à la candidature aux élections de 2026 dans le camp Talon, peur ou stratégie politique, point d'interrogation, actualité nationale, candidat Zanaï crache ses vérités dans la nouvelle tribune. Le pays émergent, fin de séjour d'une mission de parlementaires béninois en France, plusieurs recommandations formulées, la délégation rentre toute satisfaite. Le matinal, 31 décembre 2025, marché d'Antokpa, stop et fin. Le marché de Gros d'Akasato va s'ouvrir selon le matinal. Exemption mutuelle de visa, un accord en vue entre le Bénin et la Guinée équatoriale. Gaskiani Info, présidentielle 2026, des retournements de veste malgré le code. La nation, comptes nationaux du Bénin, la croissance économique rebondit à 7,5% en 2024. Session ordinaire 2025 du Conseil des ordres nationaux, 1519 dossiers de candidature civile et militaire en étude. Le progrès, tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, les présidents des institutions expriment leur indignation. L'événement précis, affaire complot contre l'autorité de l'État, corruption d'agents publics, les présidents d'institutions réagissent. Palmarès, loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin, faut-il revoir la copie? Le potentiel, loi sur la chefferie traditionnelle au Bénin, pétition et contestation, le comité scientifique étale des réponses logiques, des arguments historiques et contemporains avancés pour l'attribution des statuts de royaume ou de chefferie supérieure, l'inexistence de certains royaumes ou chefferies démontrées du nord au sud, des torsions à l'histoire dénoncées avec l'intronisation de faux rois au XXIe siècle. Le champion Celtis Ligue Pro, panique à bord, ce sera tout pour les titres. La revue de presse dans un instant. Merci à vous, Marcel Arrossi. On se retrouve donc tout à l'heure vers les cours de 8h52, 53 minutes pour la revue de presse. 5/7 matin. Derrière, on aura le secrétaire général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Mais d'abord, on va marquer une pause. Nous allons le retrouver par la suite pour décortiquer, on va dire, les progrès du Bénin en termes de lutte contre la corruption. Le Bénin fait de petits pas, mais des pas quand même assurés sur le bon chemin.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Ce sont des petits pas, mais des pas quand même assurés qui montrent que le Bénin est sur le bon chemin dans la lutte contre la corruption. Selon le dernier rapport de Transparency International sur l'indice de perception de la corruption, eh bien, le pays a gagné 2 places. Le Bénin, qui a totalisé 43 points en 2023, obtient 45 points dans le nouveau classement. Ce regain nous fait passer de la 70e à la 69e place sur les 180 pays classés. Dans cette émission, nous sommes avec le secrétaire général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, Dr Olivier Charles Atidéo. Bonjour et bienvenue. Monsieur Megan, bonjour. Comment allez-vous? Oh, super bien, et vous? Ça va, c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. Pour partager ces moments de télévision en votre compagnie. Nous parlons, on sait, quand vous êtes là, c'est pour parler de corruption. Vous êtes désormais le visage, on va dire, le gendarme en termes de lutte contre la corruption dans notre pays, avec évidemment Maître Jacques Migan, qui est donc le président du Haut Conseil, donc à la prévention de la Haut Commissariat, pardon, à la prévention de la corruption, le HCPC. Alors, dites-nous, est-ce que quand on évoque ces chiffres de Transparency International, est-ce que ce sont des stats qui vous parlent? Au niveau du Haut Commissariat, en tant que secrétaire général, chargé de tout ce qui est technique et administratif, et en ma pauvre qualité d'enseignant-chercheur, ces chiffres ne me parlent pas. Pauvre par rapport à quoi? Les chiffres ne me parlent pas parce que, en sciences économiques et sociales, on a toujours dit aux étudiants comment calculer l'indice et à quoi il correspond. Il permet de mesurer l'évolution dans le temps, sur l'échelle de temps. Mais l'évolution de quoi exactement? On doit se poser la question. Est-ce que c'est l'évolution d'une série de plaques, de réformes ou de répression ou d'intersubjectivité? Raison pour laquelle ces chiffres ne me parlent pas. Moi, ce qui me parle, c'est ce que je constate sur le terrain. Ce qui me parle, ce sont les bonnes pratiques ailleurs, dont on peut s'inspirer pour moduler notre manière de voir les choses. Ça me parle. D'accord. Mais est-ce que quelque part, ces chiffres ne reflètent pas une certaine réalité? Bien sûr, justement, on en vient. On dit généralement que certains chiffres ou la moyenne n'est pas symétrique à la réalité. Il se trouve qu'au Bénin, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption estime que 45, 46, 50 ne correspond pas à ce qui est fait depuis 2016. Ce qui est fait depuis 2016, ce sont des réformes effectives et efficaces. Je prends ce guide législatif, sorti en 2008, on n'y figure pas. Bon, on va y figurer. J'ai eu la discussion avec le secrétaire général de l'ONUDC à Vienne, la dernière fois, au mois de février, et je lui ai dit qu'il serait temps d'intégrer dans l'élaboration de ce guide certaines choses qui sont effectives. Je m'explique. On nous avait demandé, dans le cadre de l'application de la Convention, en son chapitre 5, recouvrement des avoirs et blanchiment d'argent, on nous avait demandé un certain nombre d'efforts au Bénin. Nous l'avons fait, et bien fait. Nous ne l'avons pas fait simplement pour que cela figure dans un manuel. Nous l'avons fait au quotidien. Nous le faisons au quotidien. Il y a des résultats. Hélas, j'estime que l'indice dont vous venez de parler ne transpose pas l'ensemble de ces résultats. La raison pour laquelle le Haut Commissariat à la prévention de la corruption estime qu'il revient désormais aux Africains de prendre l'intelligence, d'avoir assez d'inspiration, de sorte que l'indice, qui devra être africain, puisse effectivement transposer, afficher, exposer, démontrer que ceci est fait, ceci n'est pas fait. Voilà. Alors, on sait que ces agences de notation ont quand même acquis une certaine réputation sur la durée, ce qui fait que quand on évoque le chiffre, la plupart du temps, ça se passe de commentaires quand on sait quand même qu'elles ont réussi à nourrir ces ethos social assez élogieux qui fait qu'ils sont devenus les censeurs de la cité. Ce sont eux qui déterminent, ce sont elles, ces agences-là, qui déterminent qui est bon élève, qui est mauvais élève. Et donc, à un moment donné, lorsqu'on vous décerne, on vous tresse des lauriers,
forcément, on a quand même de quoi se dire, ben, on est sur le bon chemin quand même. Moi, j'estime, en ma qualité de secrétaire général, regardant tout ce qui est fait, je dis bien tout ce qui a été fait depuis 2016, j'estime qu'à minima, nous méritons la moyenne. À minima, nous méritons la moyenne. La moyenne n'y est pas, mais la moyenne y sera. J'ai discuté avec les experts gouvernementaux suisses qui seront chez nous du 6 au 8 mai prochain dans le cadre de la visite pays. Ils reconnaissent unanimement que beaucoup d'efforts, je dis bien beaucoup d'efforts, ont été accomplis par le Bénin. L'indice ne traduit pas ces efforts, à mon sens. Je dis bien à mon sens de secrétaire général. Maintenant, je reviens au fond de votre préoccupation. Le fond de votre préoccupation mérite qu'on s'y attarde quelque peu. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on crée une norme pour dire la réalité et que cette norme transpose le fond de ce qui se passe réellement dans un pays. Dans le cas d'espèce, on peut parler d'État partie à la Convention des Nations Unies contre la corruption. Je suis d'accord aussi avec vous que la norme, qu'elle soit légale ou extra-légale, permet de conduire des actions, permet de mener un certain nombre d'actions en vue d'éradiquer, dans le cas d'espèce, d'éradiquer ou de réduire les actes corruptifs. Tout est que. Comparaison n'est pas raison, certes, mais prenons, je ne veux pas dire le cas de la France, le 7 février, je ne peux pas rentrer dans les détails, j'ai eu un entretien avec la conseillère juridique du Quai d'Orsay, ministère des Affaires étrangères, et plus précisément la direction de ce qu'ils appellent la direction de la lutte contre la corruption. Bon, diplomatie économique, pour être plus précis. Elle m'a dit, Madame Gousset, qu'ils discutent de la pertinence de l'indice. Je dis bien, ils discutent de la pertinence de l'indice. Bon, on peut comprendre qu'elle n'était pas totalement d'accord, elle n'était pas contente de voir que la France a régressé dans ce classement. Je peux aussi comprendre l'expression de son tréfonds. Mais dans notre échange, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Est-ce qu'une moyenne est susceptible de refléter l'ensemble des réformes d'un pays? Pourquoi je le dis? Je vois des pays mieux classés que le Bénin, mais lorsqu'on creuse, ou pour ne pas dire lorsqu'on gratte le vernis, ce qui est en dessous, ce n'est pas une gangrène. Je ne sais pas s'il y a un autre mot pour le dire, mais c'est de la puanteur, si je veux résumer un peu la chose. Ça veut dire qu'au quotidien, il y a des pratiques qui sont autant de manifestations ou autant de visages de la corruption. Mais parce qu'il y a une série de... surtout la répression, une série de textes, une série de lois, ou une compilation de textes, alors ces pays-là sont devant le Bénin. Ici, nous avons fait un travail qui tente à faire peur aux corrupteurs et aux corrompus. Et ce travail doit être reconnu. C'est cela la préoccupation du HCPC. Le HCPC aujourd'hui se positionne, on va dire, pas sur le front de la sanction, mais sur le front de la prévention. Parce que persuadé que, justement, pour changer les mœurs, il faut agir sur l'éducation, sur des leviers comme l'éducation. Mais alors, qu'en est-il de la sanction? Il y a toujours la sanction. Quand on prend de façon factuelle l'article 13 de Mérida, la Convention des Nations Unies contre la corruption, l'article 13, vais-je dire, énumère 3 niveaux. Prévention de la corruption, lutte contre la corruption et sensibilisation du public. Et curieusement, qu'est-ce qu'on entend par lutte contre la corruption? De façon sémantique, on dirait, est-ce que la prévention n'est pas la lutte? Ou la lutte, vice-versa. Bon, bien sûr, ce sont 2 faces d'une même pièce de monnaie. Pourquoi? Il n'y aura jamais de politique publique tendant à la prévention de la corruption, je dis bien tendant à la prévention de la corruption, sans un volet répressif assez guindé, assez fort
Pourquoi? Parce que prévenir, on prévient que ce que l'on connaît. On prévient que ce que l'on arrive à circonscrire. Il se trouve que nous savons ce qu'est la corruption. Il se trouve que nous savons très bien que prévenir va commencer par la base. Ces enfants qui sont à la maternelle, au primaire, et un peu plus grands, secondaire, même à l'université. Mais qu'en est-il des adultes? Bien sûr, il faut dissuader. C'est pourquoi le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a bien, dans ses actes stratégiques, le volet dissuasion et sanction. Je m'explique. Nous avons une série de réformes au Bénin. Très bien. Tout le monde est content. Beaucoup d'acteurs au niveau de la coopération internationale. Ça, techniquement, on appelle ça le droit déterminateur. Quelles sont les règles? Quels sont les principes? Et pourquoi nous devons les observer? Pourquoi nous devons respecter la chose publique? On le sait suffisamment. Bien. Ceci dit, ça n'empêche pas quelques brebis galeuses, ce qu'on pourrait appeler en économie des passagers clandestins, de foutre la zizanie dans les caisses de l'État. À ceux-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour ceux-là et à ceux-là, il faut être intransigeant, vais-je dire, pour parler comme le président de la République, tolérance zéro. Donc, pour vous répondre, pour éliminer, balayer ces inquiétudes auprès de ces personnes, ces hommes et ces femmes qui tendent à croire que parce qu'on parle de prévention de la corruption, alors il n'y a pas de répression. Non. La répression, une bonne répression ne consiste pas à châtier pour châtier. Une bonne répression consiste à prendre ce châtiment, donc cette sanction, comme un volet éducatif. Donc, nous y sommes. Alors, qu'en est-il, alors, on va dire, des actes forts, d'actes majeurs, notamment conduire de grands dossiers devant les tribunaux pour être jugés, la criette notamment qui est compétente en la matière, ou les juridictions simples. Est-ce que le HCPC va se positionner sur ce volet-là aussi? Parce que c'est ça, ce sont ces actes-là qui auront un fort retentissement dans l'opinion. Il y a de gros dossiers liés à la corruption qui sont restés jusque-là pas encore touchés. Est-ce que le HCPC va s'aventurer sur ce terrain-là? Mais nous y sommes déjà. Nous y sommes. Et il se trouve que, bon, bien sûr, il peut exister un décalage entre ce que le public voit et ce que nous faisons réellement. Ce que nous faisons réellement n'a pas besoin de gesticulation, d'agitation. Nous ne sommes pas des griots. On travaille, et quand un technicien travaille, il prend le temps. Il a aussi ce qu'on pourrait appeler l'art de la discrétion. Je vais vous donner un exemple simple et concret. Le week-end dernier, samedi plus précisément, à une certaine heure, j'ai été sonné, comme on le dit, pour une demande d'assistance. Cette demande d'assistance consistait à appréhender un individu qui a franchi nos frontières. Cet individu a été convaincu d'actes corruptifs. Pour le Nigeria, c'est un crime économique et financier. On a demandé au Bénin de tout faire pour mettre à la main sur cet individu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand le HCPC reçoit ce genre de dossier, le HCPC doit aiguiller. Je le répète, je le dis toujours, le HCPC n'est pas un gendarme. En revanche, nos attributions, notre mission est de dériver. Lorsque, tout à l'heure, vous avez pris la criette, il n'y a pas que la criette. Dans le cas d'espèce que je viens d'évoquer par rapport à cet individu de nationalité nigériane qui a franchi la frontière, il fallait absolument, ce n'était pas la criette, c'était la BEF et Interpol. On a parlé de juridictions et autres juridictions exactement, qui sont compétentes en la matière. Exactement. Donc, ces juridictions devront aussi travailler en toute sérénité, parce que notre appareil judiciaire, elle est indépendante, elle fonctionne. Il faut laisser le temps. Ce n'est pas parce que, bien sûr, vous êtes dans votre rôle, les médias ont besoin de matière. Hein, absolument, de gré à moudre. Je suis d'accord, mais sauf que quand on a besoin de matière, il faut laisser la République aller, vais-je dire, de façon constante et de façon efficace, de sorte à ne pas tout mélanger. L'idée, ce n'est pas de foutre au gnouf en prison telle personne qu'on soupçonnerait d'actes corruptifs ou infraction à la probité. L'idée, c'est lorsqu'on soupçonne quelqu'un, bien sûr, c'est de mener les enquêtes, les investigations, pour avoir les preuves. Sans preuve, pas de condamnation, donc pas de procès.
pas de justice. Voilà. Alors, on sait que depuis quelques jours, quelques semaines maintenant, on va dire ainsi, et s'est ouvert un procès lié à une affaire, on va dire, qui date de plusieurs années maintenant. On s'attend à ce que, voilà, de telles affaires ou d'autres affaires liées à la corruption, lorsque vous interrogez le Béninois lambda, lorsque vous interrogez les acteurs politiques, il y a de ces affaires-là qui sont restées, on va dire, sans suite, classées sans suite. On ne comprend pas ce que ça devient. Certains vous parleront de machines agricoles, certains vous parleront du siège de l'Assemblée nationale. On vous citera d'autres affaires de corruption à grande échelle. Et on se demande si le HCPC aura le courage d'aller ressortir ces affaires-là, les mettre au bout du jour pour déchiffrer, pour qu'on puisse démêler le vrai du faux. Monsieur Mégan, vous savez, quand un nécromane ou un croque-mort veut déterrer un cadavre, je dis bien un nécromane, c'est sa passion, je ne sais pas pourquoi. Un croque-mort, je vais dire c'est son métier, il a envie. Bon, même quand il veut déterrer un cadavre, il prend des précautions. Donc, vous demandez au commissariat à la prévention de la corruption de se livrer à une chasse à l'homme ou à une chasse de choses qu'on ne connaîtrait pas. À une chasse à l'homme. Bon. À une chasse à l'homme. Moi, je l'ai entendu parce qu'on estime que les gens sont convaincus, peut-être de façon arbitraire, peut-être qu'ils ont des preuves, mais sauf que lorsqu'on demande des preuves, on ne les reçoit jamais. En revanche, ils sont toujours prêts à pointer, à montrer du doigt telle personne, telle femme, tel homme. Ah, on sait qu'il a détourné un certain nombre de milliards, un certain nombre de millions. Regardez ce qu'il a construit, regardez ce qu'il a à l'étranger. Mais sauf que sans preuve, que voulez-vous qu'on puisse faire dans ce pays? On va décider la tête du client en disant, bon, comme toi, tu étais sur tel régime, oh, bon, c'est sûr, tu as détourné, tu as eu un peu d'argent quelque part. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On prend le temps de bien faire les choses et prend le temps de bien faire les choses. Hélas, peut-être pour vous, journalistes, ça ne donne pas avoir de la matière tout de suite. Donc, et vous me permettrez, c'est une parenthèse, j'ai bien entendu ce que vous venez de dire. Il se trouve que le Haut-Commissariat à la prévention de la corruption se met en retrait lorsqu'une affaire est pendante devant la juridiction. Donc, pour ce que vous venez d'évoquer, je vais être économe en mots et m'abstenir d'intervenir tout de suite. D'accord, très bien. Alors, aujourd'hui, vous avez fait l'option de faire dans la prévention. On a vu très récemment une tournée que vous avez engagée dans les universités, dans ces lieux de savoir, pour agir. Agir, c'est maintenant. Est-ce que agir, c'est pas aller plus bas aussi vers les enfants? Parce que, comme on le dit, un bois sec, c'est presque déjà cuit. Vous avez totalement raison. Nous étions dans le cadre de la célébration des journées nationales et internationales de lutte contre la corruption au lycée Koulibaly, à Ouida, dans une école primaire, à l'ENA. Nous avons échangé avec ces cibles juvéniles, entre guillemets cibles. Nous avons des choses, vais-je dire, en cours, toujours dans cette même veine. Ces choses, c'est quoi? C'est aller, par exemple, de façon concrète, dans les collines. Nous avons retenu 3 communes, aller dans le Borgou, 3 communes également, je ne vais pas rentrer dans les détails, aller dans le Plateau et dans l'Ouémé. Rencontrer ces acteurs-là, évidemment toujours ces enfants, afin de leur dire ce que les actes corruptifs coûtent à l'État. Et pourquoi ces enfants doivent, nonobstant, manifester le cycle d'intégrité, pour ne pas dire être simplement des femmes et des hommes intègres. Lorsqu'on le dit, j'ai entendu une personne ce week-end dire « Oh, bon, de toute façon, la corruption ne va jamais disparaître. Bon, je peux comprendre ce fatalisme qui découle de ce que ces personnes voient au quotidien. Est-ce que vous ne pouvez pas vous positionner plutôt du point de vue du réalisme? Non, le réalisme consiste à avoir foi en ce que l'on fait. Et le HCPC a foi en ce qu'il fait. Pour moi, c'est mon réalisme. Maintenant, dans ce réalisme, je mets du constructivisme. Ça veut dire que la réalité sociale, pour moi, elle est construite et co-construite. Autrement dit, si nous ne faisons rien et nous passons notre temps dans des verbalismes creux ou à discourir en disant « Oh bon, ailleurs, c'est comme si, chez nous, c'est comme ça », dans ces comparaisons hasardeuses, moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que je constate, et là, je vous dis la vérité, je constate que, vous savez, c'est pas parce que vous avez une très très belle voiture
que vous allez vous empêcher d'alimenter ce bon véhicule ou ce bon moteur en carburant en ce qu'il lui faut pour bien fonctionner. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? Le secrétaire général que je suis j'ai encore plein d'espoir dans le bon fonctionnement des choses. Mais, au quotidien, je constate une diffraction technique et administrative qui tente à ralentir ce que le Haut-Commissaire à la prévention de la corruption a vraiment envie de faire. J'avais dit au cours d'une émission le 16 février, avec vos confrères de la radio, Mme Yemandro et M. Gondjo, je leur disais que je n'ai même pas un vélo pour aller sur le terrain. Bon, c'est en réalité le ministre d'État, les deux ministres d'État d'ailleurs, le ministre d'État Koukbaki nous a arrangé quelque chose. On a espoir que la dynamique va se poursuivre. Le ministre d'État Wadani a signé récemment l'autorisation pour qu'on puisse acquérir ces moyens roulants. Bon, concrètement, si nous n'avons pas de moyens, vous ne pouvez pas nous voir sur le terrain. Hélas, c'est comme si nous étions en train d'être... Êtes-vous sinistré, vous voulez dire? Non, pas sinistré. Tout démarrage peut avoir des pesanteurs. Dans la vie d'une structure, je ne vais pas parler de Jean-Paul Sartre, on commence tout doucement, on essaie de trouver une linéarité, une stationnarité dans les choses afin de démarrer. Je prends l'exemple d'un couple. Une femme et un homme viennent de se rencontrer, ils peuvent bien s'apprécier, avoir des points de vue qui convergent, mais il y a toujours cette période où ça tangue, ça flotte, et justement on profite de ça pour dire on ne fait plus ci, on ne fait plus ça, pour aller vers une stabilité. Aujourd'hui, le Haut-Commissaire à la prévention de la corruption est en train de construire la stabilité de l'institution. Je ne sais pas, je ne vais pas encore venir ici, être là pour rappeler que nous avons démarré véritablement le premier CODIR le 30 septembre dernier. Et qu'à ce jour, il y a une certaine quantité de validation, entre autres le PTA, entre autres l'effectif. Allez, une anecdote. Je me trouvais avec le haut-commissaire en compagnie de l'ambassadeur de l'Union européenne près le Bénin et l'ambassadeur de l'Allemagne près le Bénin. Ils ont, par curiosité, voulu connaître l'effectif du personnel. Nous leur avons dit 11, sachant qu'aujourd'hui nous ne sommes pas 11. Bon, voilà. Il y a eu, on a dégraissé un peu pour une réorganisation. Il a dit 11. Et c'est avec ça que vous voulez avoir des résultats? Qu'est-ce que ça veut dire? La convention est claire. L'article 6 est clair. Le chapitre 2, mesures préventives, c'est clair. Sans moyens véritables, aucune institution de lutte contre la corruption ne peut parvenir à des résultats. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce que vous faites justement dans ce sens? On sait que la lutte contre la corruption est portée évidemment par le chef de l'État, le président Talon, qui n'a de cesse de rappeler en quoi il est important de lutter contre ce phénomène, ce fléau même, j'ai envie de dire. Donc forcément, quand il fait montre d'un volontarisme assez exacerbé, vous convenez avec moi que pour entériner cet état d'esprit, il devrait pouvoir vous donner les moyens. Comme on le dit en thermodynamique, c'est le démarrage qui est chaotique. C'est-à-dire que le démarrage prend du temps pour... Alors, on peut parler d'un retard à l'allumage? On peut dire ça. En toute sincérité, on peut dire ça. Un retard à l'allumage, on peut dire ça à cause de quelques pesanteurs administratives et, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'une diffraction technique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, vous avez envie d'opérationnaliser telle chose et il se trouve que ça ne fonctionne pas comme vous voudriez, du fait d'un petit caillou dans la chaussure, donc le temps d'enlever le caillou, de secouer, et puis de se nettoyer le pied, remettre la chaussette, et puis voilà. Mais il est très important. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de volontarisme exacerbé. Moi, je ne dirais pas cela. Je parlerai de vision éclairée. Le mot est important, parce que ce n'est pas un volontarisme exacerbé. Tout à l'heure, je l'ai dit, si vous voulez faire quelque chose, vous n'avez pas foi en ce que vous faites, vous pouvez aller vous coucher. Il se trouve que le chef de l'État a une bonne vision, qui est saluée.
le Bénin est revenu dans le cœur des réseaux des institutions de lutte contre la corruption. Au niveau de la coopération internationale, on salue aujourd'hui notre présence et notre manière de voir les choses, c'est-à-dire ce changement de paradigme passant de lutte, moralisation de la vie publique si vous voulez, mais passant de lutte à prévention. Tout y est. Et quand vous prenez l'ensemble des textes, l'ensemble des bonnes pratiques ailleurs, nous y sommes. Ayez de la patience. Je peux citer un certain nombre de choses qui sont en cours, que vous verrez dans les prochaines semaines, mais ça ne sert à rien parce que vous êtes épicure. Quand vous ne voyez pas quelque chose, vous ne touchez pas, vous ne goûtez pas, vous dites que ça n'existe pas. Donc, je vais satisfaire votre épicurisme. D'accord. Alors, monsieur Atindeou, vous êtes rentré il n'y a pas si longtemps de Vienne avec une très bonne nouvelle pour le Bénin. Est-ce que vous pouvez nous en parler? La bonne nouvelle pour le Bénin, effectivement, j'étais à Vienne dans le cadre de la formation des points focaux et des experts gouvernementaux. C'était le 13 et le 14 février. Je suis resté sur place comme toutes les autres délégations. Et du 17 au 21, nous avons eu la 16e session. Cette bonne nouvelle pour le Bénin, c'est que nous avons rencontré des acteurs. J'ai même rencontré l'ancienne ambassadrice du Pays-Bas après le Bénin, Caroline. Elle était là en 2006-2009. Elle m'a parlé de tous les acteurs. Elle est venue me voir. Elle dit « Ah, M. Atindeou, représentant du Bénin, je suis très, très content. » Je lui dis « Mais pourquoi vous êtes content ?» Elle dit « Vous faites des choses dont les résultats parleront d'eux-mêmes. » Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons aujourd'hui l'ensemble des partenaires techniques. Financiers, je ne le sais pas. Moi, c'est le côté technique qui m'intéresse. Nous avons l'ensemble des acteurs, des partenaires techniques qui sont prêts à travailler avec le Bénin. La preuve, simple. La Banque islamique de développement m'a accosté. Pas ma personne, c'est le secrétaire général, c'est le HCPC. Donc, le monsieur, le représentant de la Banque islamique de développement, est venu vers le HCPC en disant on veut désormais avoir la participation du Bénin à tous nos meetings, aux réunions, sessions, ainsi de suite. Et joignant l'acte à la parole, ils nous ont invités aux Maldives les 5, 6 et 7 mai dans le cadre d'une session de haut niveau. Il n'y a que les grands techniciens en la matière qui sont présents. Ça, pour moi, c'est à saluer. Pourquoi c'est à saluer? Parce que, au moins, ils nous envoient un questionnaire en demandant d'évaluer nos besoins en termes à la fois d'assistance technique et financière. La Banque islamique de développement est prête à accompagner le HCPC, le Bénin, dans l'accomplissement, pour ne pas dire dans l'effectif et la matérialisation de toutes les réformes. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Le fait que vos pairs vous reconnaissent, vous saluent, moi je me dis, donc, et ça c'est l'actif de qui? C'est l'actif du président Talon. Ne cherchons pas loin. Très bien. Alors, avant de vous laisser filer aujourd'hui, Dr Charles Olivier Atindeou, quels sont, on va dire, est-ce que le HCPC s'est fixé des objectifs à court terme? On sait que le combat il va se gagner sur le long terme, mais à court terme, quels sont les objectifs du HCPC? À court terme, l'idée fondamentale, c'est avec les différents services sectoriels de l'administration publique, c'est de passer à la relecture de certains textes. L'idée, c'est d'actualiser. Actualiser pourquoi? Parce que, tout à l'heure on le disait, pour bien sanctionner une personne, il faut déjà lui dire quelles sont les règles et quels sont les principes à observer. Et donc, à court terme, c'est le cheval de bataille du Haut-Commissaire à la prévention de la corruption. Merci beaucoup, Dr Charles Olivier Atindeou. Vous êtes le secrétaire général du Haut-Commissariat à la prévention de la corruption. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Mais je vous dis un merci particulier parce que chaque fois quand on vous fait appel et que vous êtes disponible, vous n'hésitez jamais à marquer votre présence sur nos différents plateaux. Ce n'est pas pour la première fois qu'on se reçoit que je vous reçois sur ce plateau. Et donc, je tenais vraiment à vous décerner ce merci tout particulier. Je vous en prie, on sert la République. 5 sur 7 matin, allez, on va prendre une pause derrière, on va retrouver mes francs-parleurs de ce lundi pour le débat matinal, le forum de discussion. Au menu, 3 sujets d'intérêt, d'actualité internationale. On parlera de l'an 1 du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye entre espoir et attente inassouvies. On parlera de la grâce présidentielle accordée à Moussa Dadis Camara en Guinée qui fait débat. Et on parlera également de cette taxe sur les importations pour financer l'AES, l'Alliance des États du Sahel.
Débat matinal, bienvenue dans le forum de discussion. On s'intéresse aujourd'hui principalement à l'actualité internationale et de cette grâce présidentielle controversée accordée par le président guinéen Mamadi Doumbouya à l'ancien chef de la junte Moussa Dadis Camara. Et bien sûr, on vous en parle aujourd'hui. On vous parle bien sûr de cette grâce présidentielle. On se souvient qu'il a été au pouvoir entre 2008 et 2009 et il avait été condamné le 31 juillet dernier pour crime contre l'humanité dans le cadre du procès du massacre du 28 septembre 2009 au grand stade de Conakry. Le président Mamadi Doumbouya évoque des raisons sanitaires qui sous-tendent cette décision. Et puis, on parlera également du Sénégal. Le Sénégal s'est passé vite, très vite, qu'on n'a même pas vu le temps passer pour Bassirou Diomaye Faye. Il vient de boucler un an donc, à la tête du pays avec son compagnon d'infortune devenu Premier ministre Ousmane Sonko. Le tandem tente d'insuffler une nouvelle dynamique au pays. A-t-on véritablement basculé dans une nouvelle ère? Vous suivrez l'analyse de mes francs-parleurs. De son côté, l'Alliance des États du Sahel instaure une nouvelle taxe de 0,5% sur les importations en provenance des pays tiers pour supporter le fonctionnement de l'institution. On évoque ce modèle économique. Avec moi en plateau, Morgane Assoba-Metondi, spécialiste en géopolitique. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci. Comment allez-vous? Très positif. C'est un plaisir de vous recevoir une fois encore sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. En face de vous ce matin, Gracien Makoko, juriste écrivain. Bonjour et bienvenue. Bonjour Edmond, bonjour aux téléspectateurs. Comment allez-vous? Ça va très bien. C'est un plaisir de vous recevoir également. Et si aussi. tout va bien, on sera en direct du Sénégal, du Dakar avec Hassan Samb. Il est journaliste, analyste politique. Si tout va bien, on doit pouvoir l'entendre à tout le moins pour avoir des informations de première main sur les appréciations des Sénégalais sur l'an 1 de Bassirou Diomaye Faye à la tête du pays. Mais Morgane Assoba-Metondi, pour ce qu'on a pu voir de l'extérieur, on va dire, quelle appréhension est-ce que vous avez de cette première année d'exercice du président Diomaye Faye ou du tandem Diomaye-Sonko qui est venu au pouvoir avec beaucoup d'enthousiasme et également beaucoup d'attentes? Oui, il faut dire que dès qu'ils ont eu l'opportunité de prendre les pouvoirs, ils ont décidé de placer les bases, pour ne pas dire la fondation, de leurs différentes perspectives de développement. Et ils se sont attaqués sans plus tarder à la question de l'économie, à ce nettoyage nécessaire pour assurer les moyens appropriés pour le développement. Ils se sont attaqués à la nécessité de renégocier les différents contrats d'envergure. Et un peu plus loin, ils ont commencé à faire face à cette réticence sur l'aspect des différents perspectives ou acteurs de la société civile, à savoir déjà d'entrée de jeu, les journalistes qui se sont sentis plus ou moins indexés par la perspective économique, de la nécessité de faire un audit, de commencer par attirer l'attention sur toutes ces gestions qui semblent être très loin d'être efficientes pour le développement du pays. Donc il y a eu les fondations qui ont été installées et il reste encore un peu de temps pour pouvoir apprécier l'effet de toutes ces perspectives qui sont en train d'être mises en place. On a été rejoint par Udat Maman, elle est spécialiste des questions internationales. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci de nous avoir rejoints donc sur le plateau du forum de discussion. Gracien Makoko, on sait que le président Bassirou Diomaye Faye est aujourd'hui son premier ministre avec qui il a connu quand même, on va dire, des heures sombres. Aujourd'hui, ils ont été élus, on va dire, sur la base d'une promesse, entre autres, de lutter contre la corruption, du détournement de deniers publics. Ils avaient suscité beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'intérêt. Est-ce qu'après un an, on a l'impression que l'effervescence est tombée ou ils ont réussi à entretenir la flamme? Vous savez, la gouvernance politique, c'est quelque chose de très contraignant. Et lorsqu'on parle encore de la gouvernance politique en Afrique, c'est encore un autre débat. Ce qu'on peut déjà conclure, c'est que ce tandem Sonko et Faye, en venant au pouvoir, ont fait part au peuple sénégalais de très belles promesses. Mais on a constaté que, effectivement, la question de l'assainissement des finances publiques était une préoccupation majeure du projet de société de ce président, de ce tandem-là. Mais il faut dire qu'au Sénégal,
Sénégal, si on voit que la gouvernance du président Macky Sall a creusé beaucoup les finances publiques, on parle de déficit budgétaire d'environ 12,3%, on parle de la dette sénégalaise qui avoisine 100% du PIB. Ça, c'est une situation de stress économique. Et là, lorsque les promesses ont affleuré au Sénégal, on a constaté qu'après 360 jours, que les choses n'ont pas beaucoup bougé. Les choses n'ont pas beaucoup bougé parce que ce n'est pas seulement les questions financières, il y a également les questions politiques. Et lorsqu'un président est nouvellement élu dans un État comme le Sénégal, dans les États africains, comme la plupart du temps, s'il n'y a pas un passage de pouvoir, un passage pacifique de pouvoir, ceux qui étaient là n'arrivent pas à passer la main à cœur ouvert. Donc, l'équipe souvent prend beaucoup de temps à prendre connaissance des dossiers et cela retarde un peu les choses. Ce qu'on peut noter en matière d'avancement en ce qui concerne l'assainissement des finances publiques, déjà à l'arrivée du président Sonko et président Faye du moins, il y a quand même ce qu'on peut appeler le paquet financier qui a été mis en place. Il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été commanditées. La Cour des comptes sénégalaise notamment a fait beaucoup d'investigations et a pondu un rapport qui a fait état de beaucoup de détournements sur le président Macky Sall. Mais là, nous sommes au niveau des conclusions de ces rapports-là, mais les actes déterminants, ce n'est pas encore arrivé. On estime que 360 jours, que ce n'est pas encore suffisant pour poser un regard analytique suffisamment clair sur la question. Alors, Wildat, Maman, on se rend compte que les populations n'ont pas le même regard que Gracia Makoko sur le plateau. Elles veulent avoir des solutions tout de suite. Elles ont des problèmes. Elles ne veulent pas avoir des solutions demain. C'est maintenant qu'elles veulent avoir des solutions. Et parmi ces solutions, il y a les questions liées à l'emploi, il y a les questions liées à la cherté de la vie. On sait que le président Diomaye Faye, dès son accession au pouvoir, a posé certaines actions sociales, notamment réduire les coûts de certaines denrées alimentaires. Mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on a l'impression que la grogne semble-t-il commence par gagner à nouveau le Sénégal. Oui, effectivement, la déception pour une bonne partie de la population sénégalaise est à la mesure des attentes. Et je vais peut-être paraphraser simplement ce qui a été dit auparavant, à savoir effectivement les promesses du PASTEF qui étaient une moralisation de la vie publique, de la vie politique et également une meilleure redistribution sociale, notamment de la manne du pétrole et du gaz, des réserves qui ont été découvertes donc, sous le président Macky Sall et dont l'exploitation a commencé sous le couple exécutif Diomaye Faye et puis Sonko. Vous avez également sur le plan extérieur une demande de souveraineté. Alors là, vous avez des éléments pour contenter quand même la base jeune, dynamique, urbaine du PASTEF qui demandait effectivement des mesures fortes à l'égard des partenaires traditionnels et qui exigeait de la part des décideurs de jouer mieux, de façon plus intelligente le jeu de la multipolarisation du monde quand même, des grandes puissances, donc c'est-à-dire de multiplier les partenariats et en faveur des intérêts du Sénégal de jouer sur les antagonismes internationaux. Donc vous avez sur ce plan-là quand même des gages qui ont été donnés à l'égard de la population avec cette demande de départ des troupes françaises du sol sénégalais qui est en cours, mais effectivement il y a beaucoup d'attentes qui ont été quelque peu frustrées. Alors il y a deux éléments qui expliquent cela. On a beaucoup développé effectivement la question des finances publiques que sont venus trouver l'exécutif qui est venu trouver l'exécutif au pouvoir, à savoir cette situation désastreuse, d'abord mise à l'index par le FMI vis-à-vis de la dette intérieure de l'État sénégalais vis-à-vis de ses prestataires sénégalais. Ensuite, il y a eu le rapport de la Cour des comptes, comme mon confrère vient de l'évoquer, et puis confirmé il y a quelques jours par un rapport du FMI, puisque à la fois les anciens dignitaires du pouvoir et une certaine partie de la population mettaient en cause l'impartialité du rapport de la Cour des comptes, mais celui-ci a été confirmé par le FMI qui effectivement met en avant une dette absolument abyssale de la part du Sénégal. Et on a l'agence de notation Standard & Poor's, après Moody's qui vient de dégrader la note du Sénégal, ce qui affaiblit sa capacité à emprunter sur les marchés internationaux. Mais il y a également des mesures qui ont été faites. Le deuxième, c'est quand même le fait que pendant la moitié de la gouvernance, le couple exécutif n'avait pas les leviers sur le législatif. Donc vous avez quand même des mesures qui ont été prises contre la vie chère, effectivement. Vous avez également des mesures qui ont été prises pour réguler la pêche artisanale, qui est un gros problème au Sénégal. Vous avez des chalutiers
européens, chinois qui avalaient comme ça des pans entiers eh bien, du visier hein, d'une partie de la population et qui justifiaient quelque part, qui encourageaient ces départs malheureux vers l'Occident, vers la Méditerranée au prix de leur vie. Donc voilà, je pense qu'il y a deux éléments qui expliquent quand même une certaine inertie qu'on peut ressentir, mais encore une fois, la déception et la mesure des attentes. Et il faut dire aussi que le peuple sénégalais, il y a eu une gestation longue pour mener ce changement avec l'arrivée au pouvoir du PASTEF. Ces 2 années de bras de fer dont la rue a été le théâtre et le juge, l'arbitre, entre l'ancien pouvoir et le PASTEF, principalement Sonko. Donc tout ça contribue encore une fois à cette frustration. D'accord. Alors on va prendre la direction du Sénégal pour écouter un journaliste, analyste politique. Alors, Hassan Samb, vous êtes journaliste, analyste politique, vous résidez au Sénégal. Que dit l'homme de la rue? Que dit monsieur tout le monde de cette première année d'exercice du tandem Sonko-Diomaye Faye? Bonjour. Oui, bonjour, chers confrères. Heureux de passer à ce Dakar. Et effectivement, le tandem, en tout cas le duo, son pouvoir, sans sentir des illusions de la part de beaucoup de Sénégalais qui ne voient pas un peu les promesses réalisées, notamment des promesses fondamentales sur des ruptures systémiques. Et bien sûr, il y a quelques gestes qui ont été posés ça et là, mais ça ne suffit absolument pas. On s'attendait à des transformations substantielles par rapport, n'est-ce pas, au fonctionnement des institutions, par rapport à l'économie, par rapport justement aux relations entre nos pouvoirs et bien sûr le citoyen. Eh bien, il n'en est absolument rien. Je suis désolé de le noter. Nous avons beaucoup de surplace, pour parler comme les sportifs. Ça ne bouge pas, ça ne change pas. Et la désillusion commence à envahir les Sénégalais et on se pose énormément de questions. Des retards ont été notés, notamment pour ce qui concerne justement effectivement les réformes institutionnelles. Bon, il y a eu des assises de la justice, mais des assises qui n'ont pas été suivies d'effet, il faut le dire. J'avais dit dès le départ qu'il fallait des assises fondamentales sur toutes les institutions, y compris l'exécutif. Et malheureusement, le Sénégal a été plongé d'ailleurs avec ce duo-là dans une situation qui est inédite, c'est-à-dire une situation où on connaît un Premier ministre qui est là, super puissant, face à un président de la République qui est pratiquement écrasé. Et ça, c'est nouveau. Ce n'est pas du tout nos lois qui le prévoient. Si vous permettez, Hassan Samb, est-ce que le président Bassirou Diomaye Faye a réussi à endosser, on va dire, ce costume de président? On le sait, il n'était pas forcément le premier choix, mais il a, par la force des choses, devenu le président de la République. Est-ce qu'il a véritablement de la marge de manœuvre face à un Premier ministre qui semble-t-il est vraiment le leader de ce tandem-là? Mais absolument pas. Le président de la République a du mal, il faut assumer ce costume de président-là. On ne le laisse pas faire. C'est l'impression que nous avons. Il y a un dictat du PASTEF, notamment pour ce qui concerne les prises de décision. Vous savez, quand le président ne peut pas lui-même prendre un certain nombre de décisions, sans que la rue lui dise, lui fasse des injonctions, on se pose des questions. Quand le Premier ministre se permet de critiquer ouvertement, publiquement, le président de la République dans ses choix, on se pose des questions. Quand, tout au début, ça commence à changer, seul le Premier ministre recevait tous les diplomates, toutes les autorités qui arrivaient à Dakar, on se pose des questions. Bien sûr, le président, c'est le Conseil. On imagine bien que les décrets
c'est certainement peut-être une façon de mettre unique. Mais dans le fond, c'est le ministre qui est véritablement stable. On va tenter de vous retrouver tout à l'heure parce que la connexion se dégrade un tout petit peu. Le temps pour moi de revenir en plateau avec Morgan Assowa, mettons dit Hassan Samb, a mis en évidence certaines données dont on ne dispose pas forcément, en tout cas lorsqu'on suit l'actualité sénégalaise de l'extérieur et pas de l'intérieur. Il parle de la relation entre le président et son Premier ministre, un Premier ministre manifestement surpuissant qui écrase le président de la République. Est-ce que c'est l'impression que vous avez de l'extérieur aussi? Alors, ce n'est pas forcément l'impression, mais il faut dire que ce n'est pas quelque chose qui devrait surprendre. Et je ne pense pas qu'on puisse parler de désillusion par rapport à ce rapport qui existe entre le président et le Premier ministre. C'est quelque chose qu'on a vu venir? C'est quelque chose qui devrait être, si on s'inscrit dans la logique du PASTEF. Le PASTEF s'est mobilisé pour porter au pouvoir d'abord Ousmane Sonko, qui, à cause du contexte politique, ne pouvait pas, et donc ce dernier a choisi que Diomaye Faye, qui ne s'y attendait pas du tout, se retrouve à la tête. Et je pense que la relation qui existe entre Diomaye Faye et Ousmane Sonko dans une perspective ou dans un contexte du PASTEF permet réellement qu'on assiste à ce à quoi on assiste. Maintenant, la question qu'on devrait se poser, c'est est-ce que le PASTEF, en tant qu'institution politique, parti en charge de l'animation de la vie politique et actuellement du leadership, n'est pas en train de suivre sa ligne de fonctionnement, ce pourquoi il a été mis au pouvoir. Et s'il faut répondre à cette question, je me trouve dans l'obligation objective de dire oui, le PASTEF fait son bonhomme de chemin. Le PASTEF est venu au pouvoir pour d'abord l'assainissement des finances et de la gestion de la chose publique. D'accord. Alors, Gracia Makoko, dans le même temps aussi, en un an, est-ce qu'on peut véritablement avoir de la marge de manœuvre pour faire des actions éclatantes au point d'impacter véritablement comme cela se doit les populations? La gestion du pouvoir, ce n'est pas forcément comme un claquement de doigts où on peut régler les problèmes tout de suite et maintenant hic et nouk. Vous savez, les peuples africains, il faut se dire la vérité, ce sont des peuples tellement, comment on appelle, non, pas impatients, c'est que très émotifs. Parce que pour gouverner un État, ce n'est pas une question de mois. Est-ce que c'est l'apanage des peuples africains? Oui, vous semblez rejoindre l'autre qui a dit que l'émotion est nègre. Oui, l'émotion est pour tout le monde. Parce que il faut de la patience pour construire quelque chose de grand. Lorsque, comment on appelle, le président Diomaye Faye a été élu président de la République, je vous ai dit tout à l'heure ici, il faut quand même prendre du temps pour même prendre connaissance des dossiers de la République. C'est vrai, vous voyez, il y a le syndicat de la santé, le syndicat de l'éducation, le syndicat des travailleurs des collectivités territoriales qui ont eu une rencontre avec le ministre Ousmane Sonko. Et c'est déjà, comment on appelle, la revalorisation des salaires, l'augmentation des primes, l'augmentation des salaires. Et en quelques mois, il leur a expliqué que cela n'est pas faisable. Mais normalement, un peuple qui élit un président devrait pouvoir lui donner quand même un peu de temps pour s'asseoir. Parce que quand on parle d'augmentation du salaire, mais on parle de ressources. Et lorsqu'on parle de ressources, mais la personne est venue trouver les finances publiques dans une situation un peu désastreuse, ou pour ne pas dire une situation désastreuse carrément. Mais là, où est-ce que cet exécutif trouvera de l'argent pour automatiquement augmenter les salaires? Donc, si on voit des travailleurs en face d'un gouvernement qui vient d'être installé, des travailleurs impatients, c'est que vous allez dire que non, les gens ont eu de l'espoir et quelques temps après, ils ont été déçus. Ce n'est pas de la déception, c'est plutôt le peuple, à mon sens, qui est pressé. Donnons un peu de plus de temps à ce tandem-là pour voir d'ici 2 ou 3 ans, vraiment si... Il n'a que 5 ans, il faut le rappeler. Tout à fait. Alors, on va retourner à Dakar, retrouver Hassan Samb. Hassan, justement, est-ce que finalement, quelque part, les populations ne sont pas très impatientes? Est-ce qu'elles ne mettent pas un peu trop la pression sur ce duo-là qui vient tout juste quand même d'arriver au pouvoir et qui, un de mes invités ici sur le plateau l'a rappelé, a pointé du doigt une situation économique très, très désastreuse? Mais absolument. Il y a
patience, c'est clair, mais c'est par rapport aux promesses. Mirobolante. M. Sonko ne cessait de dire qu'au bout de 2 mois, il allait commencer à transformer les choses. Je pense que c'est par rapport au discours d'opposants. Que les gens s'attendaient à des transformations rapides et systémiques. Évidemment, vous l'avez dit, c'est pas forcément évident. Bon, nous savons tous en effet qu'il n'y a pas de miracle. Nous savons tous qu'il n'y a pas de messie. Oui, ça oui. Mais nous qui sommes un peu plus anciens, un peu plus vieux, mais les jeunes, quand même, ils sont impatients et il faut les comprendre aussi. La situation économique, elle est extrêmement difficile. Alors, j'aurais été de votre optimisme si les actes posés, certains actes, avaient été dans le sens, effectivement, de respecter les ruptures. Par exemple, les budgets. Le budget de la primature, s'il avait été diminué d'une façon substantielle, si le budget de la présidentielle avait été diminué d'une façon substantielle, si le budget de l'Assemblée nationale n'avait pas augmenté, si véritablement tout ce qu'ils avaient promis, notamment les fonds politiques, ils avaient dit que c'était haram. Le mot est fort. S'ils avaient été supprimés ou ne serait-ce que réduits, j'aurais été un peu plus optimiste. J'aurais été également optimiste si, à la place des recrutements, de l'emploi, on ne licenciait pas. Aujourd'hui, on licencie en masse, notamment dans les secteurs publics et parapublics. Je donne l'exemple de l'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne. Il y aura 500 licenciements. 500, c'est beaucoup. Au port de Dakar, il y a déjà des licenciements. À la caisse de dépôt de consignation, il y a des licenciements en Syrie. Et on force les gens, y compris ceux qui ont des CDI, de quitter, de démissionner. Ils n'ont pas de choix, etc., etc., etc. Je peux vous donner l'exemple. Je dis, je comprends qu'il faut être patient. Je comprends qu'en 1 an, on ne peut pas réaliser. Je comprends que l'ambition est là, la volonté de faire est là. Mais malheureusement, ce sont ces certains actes posés qui nous posent problème. C'est ça, excusez-moi de la répétition, mais je dois dire qu'effectivement, il faut commencer à rectifier. Rien n'est perdu, c'est juste un nom. Mais il faut prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est le plus grave par rapport au diagnostic que je veux faire. On est en train de reproduire pratiquement les mêmes réflexes qu'on reprochait à Macky Sall. C'est-à-dire, au lieu de travailler, on passe tout notre temps à parler de Macky Sall. Ça fait 1 an. Macky Sall a fait ceci. Macky Sall n'a pas fait cela. Mais assez. On ne les a pas élus pour nous distraire autour, effectivement. Alors, monsieur Samb, quelque part aussi, est-ce qu'on ne peut pas en arriver à la conclusion que messieurs Sonko et Diomaye Faye sont aujourd'hui à la réalité de l'exercice du pouvoir, qui n'est pas si simple que ça finalement? Absolument. Maintenant, si vous êtes confronté à la réalité de l'exercice du pouvoir, par rapport à un environnement économique très difficile, la guerre en Ukraine, tout ça, on est sorti du Covid, c'est très compliqué. La dette qui est lourde, ça, nous le savons tous, c'est très difficile. Bien, vous devez être humble et modeste par rapport à la démarche et réduire le train de vie de l'État d'une façon substantielle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hassan Samb. Merci vraiment d'être intervenu en direct de Dakar au Sénégal. Vous passez une excellente journée du lundi. On vous souhaite une bonne célébration de l'Aïd el-Fitr parce que c'est aujourd'hui que cela se célèbre dans votre pays. Merci à vous et bonne continuation. Merci beaucoup. Alors, au-delà de Mama, on a suivi Hassan Samb qui semble quand même très dur face, on va dire, envers Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. On l'a dit, on l'a répété sur ce plateau. Finalement, comment est-ce que Diomaye et Sonko renversent cette tendance-là en leur faveur? Mais je pense que, en réalité, l'arrivée au pouvoir du PASTEF et de l'exécutif Faye-Sonko a été vécue, je pense, comme une forme de révolution.
une révolution par les urnes. Le problème, c'est que ils sont arrivés précisément par les urnes. Donc, ils doivent suivre tout le processus démocratique de la gouvernance classique. Donc, on ne peut pas s'attendre. Et en réalité, comme ils ont été portés par une vague populaire, comme je le disais auparavant, par cette mobilisation de la rue contre les injustices judiciaires qui ont été orchestrées contre le chef charismatique du PASTEF, Ousmane Sonko, vous avez eu quand même beaucoup d'attentes et un semblant de révolution, encore une fois, dans les urnes. Donc, on s'attendait à ce que cette ferveur soit traduite directement en réalité dans la gouvernance. Or, ils sont arrivés par un processus tout à fait démocratique, encore une fois, qui s'inscrit dans le temps moyen, voire le temps long, qui est le temps de l'action politique en réalité, et qui tranche un peu avec cette pré-campagne, ce mode d'accession au pouvoir et les attentes qui, en conséquence, aujourd'hui, sont portées sur eux. Ils ont tous les leviers, ils ont la tous majorité les leviers, au mais pendant Parlement. 6 mois, ils n'ont pas eu. Donc, on les juge sur un an. Il faut quand même essayer de compter en moins ces 6 mois où il n'y avait que les leviers, les décrets qu'on pouvait porter. Encore une fois, le secteur de la pêche, on a eu à nouveau du poisson sur les étals à prix raisonable. Également, sur les denrées alimentaires, c'est vrai que la loi du marché a refait un peu sa loi. Mais vous avez quand même une baisse, une inflexion qui a été remarquée quand même dans le panier de la ménagère. Mais ça reste insuffisant pour les Et ça reste absolument insuffisant et on le comprend. Il faut quand même dire également qu'on est au Sénégal dans un ordre extrêmement libéral, donc qui a été impulsé par Abdoulaye Wade d'ailleurs, qui a vraiment été impulsé par Abdoulaye Wade et suivi par Macky Sall. Donc essayer de renverser comme ça via une approche sociale, c'est un changement structurel qui là encore prend du temps, qui s'inscrit dans le temps moyen, voire le temps long. Très bien. Allez, on va fermer ce chapitre sénégalais et ouvrir la page Guinée dans cette émission avec la grâce présidentielle accordée par le président Mamadi Doumbouya à l'ancien chef de la junte qui a été au pouvoir entre 2008 et 2009, Moussa Dadis Camara. Que pensez-vous de cette action? Le président guinéen évoque des questions sanitaires qui sous-tendent cette décision. Je pense que ça s'inscrit dans une logique constructive d'un point de vue humain. Quand vous regardez cette façon de gracier l'ancien président Dadis Camara, après que la justice ait été rendue et qu'on l'ait condamné, ce qui est clair, il a été condamné et qu'il y a un processus de dédommagement. Il est clair que le dédommagement ne va pas réparer le dommage qui a été causé à plusieurs citoyens guinéens, mais quand on regarde tout ce processus et même la volonté de ce dernier qui s'est rendu à la justice, il aurait pu... Il faut le dire, Moussa Dadis Camara, c'est lui-même qui s'est livré à la justice. Il aurait pu décider de rester en exil et de ne pas se rendre. Quand vous tenez compte de tous ces paramètres, vous comprenez le geste de gracier Moussa Dadis Camara. Mais quand vous entrez dans la logique sociale où plusieurs familles ont été frustrées par ce qui s'est passé, les blessures restent plus ou moins béantes et que les dédommagements n'ont même pas encore de façon pragmatique commencé, vous comprenez la frustration d'un certain nombre de cette partie de la société civile qui estime qu'ils se sont fait plus ou moins avoir. Donc je pense que dans une perspective politique et dans une perspective de réconciliation, la décision est correcte. Mais dans une perspective sociétale où il y a encore des personnes qui sont frustrées, blessées dans la société civile et qui n'ont même pas encore commencé par bénéficier de ces réparations, il y a un problème qui se pose. Alors, Gratien Makoko, cet acte du président Mamadi Doumbouya est on ne peut plus controversé sur les rives du Fouta Djallon. Lorsque vous interrogez la plupart des populations, elles ont du mal à comprendre. Mais c'est un acte qui entre dans la construction de la paix sociale, estime le président Doumbouya. Vous savez, ce qui s'est passé en Guinée-Conakry, je vais vous dire que ça met en exergue l'irresponsabilité des gouvernants africains. Non, on va à mon sens, mais je vais le dire. Je vais le dire. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi le président guinéen a évoqué des questions sanitaires. On ne peut pas occulter. Tout à fait. Vous savez, dans le système carcéral,
quand un prisonnier tombe malade, il y a le CQ prévu pour le soigner. Ce n'est pas la grâce qui est la solution. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il s'agit d'une raison impertinente. C'est juste de la ruse politique. Et une fois encore, cela devrait amener la jeunesse africaine à comprendre que dans la gouvernance politique en Afrique, il y a, ou la gouvernance carcérale ou judiciaire, il y a les prisonniers VIP et les autres dont le sang ne préoccupe personne. C'est la vérité. C'est la réalité des faits en Guinée. Parce que nous parlons de quoi? Une foule de plus de 50 000 personnes chosifiées. Des gens ont été tués, écrasés par les pieds. Il y a l'armée qui a tiré sur les gens à bout portant. La justice a mené des investigations. La responsabilité de Moussa Dadis Camara a été située. Il a été condamné pour des crimes contre l'humanité. Ça fait partie des crimes les plus élevés. Lorsqu'on regarde un peu, comment on peut appeler le référentiel des crimes, ça fait partie des crimes les plus élevés. Et cette personne a été condamnée. Et quelque temps, moins d'1 an, ça n'a même pas fait une année, moins d'1 an, on évoque une question de santé et là, on le gracie, ça veut dire qu'il va, c'est-à-dire que le président, comment on appelle, le président de la Guinée vient de mettre fin à l'exécution de cette peine qui a été prononcée par la justice. Alors que dans le même temps, il y a des Guinéens qui se retrouvent dans les, comment on appelle, des prisons. On sait que c'est le même Moussa Dadis Camara qui s'est quand même livré à la justice. Mais est-ce qu'il avait la possibilité de ne pas se livrer? Bien sûr, mais là, lorsque les gens parlaient de bonne foi, mais il y avait des procédures. Il savait, mais il n'est pas un homme inintelligent. Dadis Camara savait qu'il y a des possibilités pour qu'il puisse être extradé vers la Guinée. Parce que les moyens existaient, effectivement. Si par exemple, vous voyez il n'a jamais été inquiété malgré le fait quand même qu'il y avait... Non, c'est vrai, c'est toujours la politique politicienne. C'est toujours la politique politicienne. D'accord. Ce qu'on devrait souhaiter, c'est que lorsque un prisonnier a des questions de santé, on peut lui donner l'opportunité d'aller se faire soigner, même si c'est à l'étranger. Si on n'a pas la logistique sanitaire sur place, on peut le faire. Mais l'ancien président Alpha Condé déchu, le même prétexte a été, la même question a sous-tendu, on va dire, son départ vers un pays étranger. Mais est-ce que vous savez que dans des prisons de la Guinée-Conakry, il y a des citoyens guinéens qui sont en prison, qui sont malades et à qui on refuse parfois le soin, alors que les tests ont voulu quand même que les prisonniers soient soignés. D'accord. Oui, Mama, quel est votre avis sur la question? Oui, moi je vais devoir m'arrimer au constat et au point de vue de mon confrère parce que effectivement, je pense que les gouvernants exploitent une fibre humaniste, humaine, une sensibilité des populations africaines qui n'aiment pas voir souffrir leurs prochains, la dureté comme ça du pouvoir public vis-à-vis de l'exécution d'une peine et l'exploitent et le manipulent à des fins politiques. Donc ici, ça ressemble quelque part à de la mièvrerie, c'est du 2 poids, 2 mesures, parce qu'effectivement, il y en a d'autres qui souffrent, il y en a d'autres qui sont malades. Et puis, il faut quand même rappeler la temporalité dans laquelle s'inscrit quand même cette décision de la part de Mamadi Doumbouya, à savoir cette campagne référendaire concernant cette nouvelle constitution, dont l'élément le plus contentieux est la possibilité pour le colonel actuel, le général maintenant, de se présenter lors des prochaines élections. Donc, ça s'inscrit, vous avez également eu en début décembre passé ce massacre à Nzérékoré, ce match organisé justement en soutien Mamadi Doumbouya qui a dégénéré effectivement. Vous avez cette personne de Moussa Dadis Camara qui incarne quand même quelque chose au sein de cette région forestière en Guinée-Conakry. Donc il s'agit quelque part pour le pouvoir en tout cas d'amadouer. Absolument, c'est un calcul politique pour amadouer cet électorat et à travers ce grand électeur qu'est Moussa Dadis Camara. Donc je pense que le calcul, cette grille de lecture explique davantage ici la décision des autorités et c'est malheureux. Il faut quand même rappeler ici que on peut parler de cette sensibilité du gouvernement, des autorités actuelles pour une personne qui souffrerait, en tout cas qui aurait des problèmes de santé. Vous avez quand même un 2 poids 2 mesures, encore une fois,
fait encore plus grand. Quand vous pensez aux activistes comme Biloba, comme Fonike Mengue qui ont disparu, vous avez également un activiste, un ancien du FNDC qui a été torturé, dont le toit a été enlevé pour pouvoir le kidnapper devant ses enfants, battu devant ses enfants, dont les doigts ont été brisés, cassés, qui a été torturé avant d'être relâché comme ça par des hommes cagoulés, probablement du pouvoir. Donc vous voyez quand même... c'est vous qui n'en savez rien, c'est vous qui n'en savez rien. En tout cas, c'est vous qui n'en savez rien. En tout cas, les autorités ont une responsabilité. Les autorités ont une responsabilité indéniable parce que jusqu'à présent, elles ne répondent pas aux questions qu'on leur pose. Donc, vous avez quand même ceux-là qui, quelque part, discréditent l'argumentaire vis-à-vis de Dadis Camara. Donc, on va dire le pôle humanitaire, c'est non. Clairement. Oui. Quand même, il est important d'attirer l'attention ici sur le fait que ce 2 poids 2 mesures dont on parle est un 2 poids 2 mesures, même si, et je suis d'accord avec vous, qu'il y a eu des crimes terribles qui ont été commis et qu'on ne devrait pas constater cela, mais c'est un 2 poids 2 mesures qui s'impose. Et vous l'avez même fait ressortir. Il s'agit ici de Dadis Camara. On sait à quel point sa personne pèse sur l'échiquier politique et même sur la nation. C'est-à-dire, il y a des personnes aujourd'hui qui estiment quand bien, et c'est pour ça qu'on parle toujours de justice, avant réconciliation. Si M. Dadis Camara a été libéré, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas juste pour une perspective sanitaire. Et je l'ai dit, c'est dans un processus de réconciliation pour que l'animation de la vie politique ait plus de chances de se dérouler dans un cadre paisible. Est-ce que c'est de la récupération politique? C'est tout à fait compréhensible qu'on en soit là. Mais c'est beaucoup plus, j'estime, que lorsqu'on se retrouve à ce niveau de leadership un peu partout dans le monde, il est nécessaire qu'on rende justice d'abord, ce qui a été fait naturellement, mais qu'après la justice, il y ait une question, une action pour aller dans le sens de la réconciliation. Et je pense que c'est dans ce cadre que cela s'inscrit, même si on peut toujours discuter des conséquences. D'accord, très bien. Messieurs, il y a un dernier sujet à aborder. Malheureusement, on n'a plus vraiment le temps. On va s'intéresser à l'Alliance des États du Sahel qui a trouvé les moyens de sa politique, de faire fonctionner son institution, notamment Gratien Makoko. C'est une taxe de 0,5% sur les importations provenant de pays tiers. Ça ressemble un peu au mode de financement expérimenté par l'Union africaine, mais qui jusque-là n'est pas encore entré vraiment en vigueur. Bon, vous savez, la CEDEAO l'a expérimenté. La CEDEAO a expérimenté ce taux de 0,5% aussi. Mais ce qu'on peut noter par rapport à cette mesure des États de l'Alliance du Sahel, c'est que ce sont des États qui ont compris qu'on a de la responsabilité quand on est en communauté. Parce qu'il faut se rappeler, lors de la 49e session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Dakar, le sujet à l'ordre du jour, c'était le non-paiement des cotisations par les États, dans le Niger, dans le Burkina, dans le Mali. La cotisation de ces États-là, qui étaient anciennement membres de la CEDEAO et qui n'arrivent pas à apporter leur pierre à la contribution, à l'évolution de la communauté au niveau de la CEDEAO, aujourd'hui, comme ils ont créé eux-mêmes leur communauté, ils ont créé eux-mêmes leur organisation, ils ont compris que ce n'est pas quelque chose à banaliser et que la légèreté qu'on notait dans leur rang, d'accord, lorsqu'ils étaient au niveau de la CEDEAO, ils n'avaient pas pour réflexe d'apporter ces cotisations, et ce qui mettait à mal également le fonctionnement de la CEDEAO. Et ça, il faut le souligner. Donc, il s'agit des États qui étaient dans la CEDEAO et qui ne contribuaient pas au financement de cette communauté dont ils réclament tout, d'accord? Mais aujourd'hui, puisqu'ils ont mis en place eux-mêmes leur communauté, ils ont compris que une communauté, ça se finance. Les organes, avant leur fonctionnement, il faut de l'argent. Et là, ils sont en train de chercher les financements. Je pense notamment que ce n'est pas mauvais, c'est vrai, mais cela nous apporte la leçon que lorsque les États se retrouvent dans une communauté, il faut vraiment savoir que la communauté, ça se finance. Alors, Wilat Mama, la spécificité, on va dire, de cette taxe est qu'elle s'applique à tous les pays non membres de l'Alliance des États du Sahel. Donc, entre eux, il peut y avoir des passe-droits, mais pour le reste des pays,
allez, on impose une taxe sur les importations. Vous comprenez ça? C'est pas exactement des passe-droits, parce que c'est la logique même d'une organisation qui a des ambitions d'intégration. Et par ailleurs, elle ne s'impose pas aux membres de l'UEMOA, puisqu'il y a des accords douaniers qui demeurent avec les membres de l'UEMOA. Donc la question ici, vis-à-vis des voisins de l'AES, c'est davantage vis-à-vis du Ghana et vis-à-vis du Nigeria, mais plus spécifiquement du Ghana, avec ce rapprochement qu'il y a eu avec le nouveau régime de John Dramani Mahama. Merci Mahama. Donc vous avez eu quand même un certain nombre d'accords vis-à-vis du port, notamment du Ghana, qui est censé maintenant être celui de prédilection, en tout cas des accords renforcés, notamment avec le Burkina Faso. Donc on va voir comment cela sera négocié, mais il faut quand même dire que ça renforce quelque part, ça marque les ambitions d'intégration, les 3D de l'Alliance des États du Sahel, la défense, le développement et puis la diplomatie. Donc il faut des sous pour financer ces ambitions, et voilà qu'il les cherche là où la majorité, encore une fois, des organisations internationales à but d'intégration les cherche. Justement, c'est une taxe, et ce sera vraiment en 30 secondes, Morgane, parce qu'il y a la revue de presse derrière. C'est une taxe qui vise à soutenir les projets et programmes de développement impulsés par l'AES. Oui, je pense que c'est compréhensible, surtout qu'on est dans un monde qui s'inscrit aujourd'hui dans cette logique de jouer avec les tasses. Mais il faut rappeler que cette disposition ne facilite pas la circulation, la libre circulation des biens et des personnes, qui a une logique d'intégration assez importante et devrait concerner l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et non simplement une organisation. Donc j'espère que malgré cette initiative qui est assez constructive pour l'intégration de ces 3 pays, qu'ils prennent des dispositions effectivement pour que cela n'affecte pas la libre circulation des personnes et des biens surtout. Merci beaucoup à vous, Morgane Assoba-Metondi. Merci, Oulette Mama. Merci à Gracien Makeko d'être passé sur 5 sur 7 matin. Portez votre réflexion sur ces 3 sujets d'intérêt pour le continent. Le forum de discussion de ce lundi s'arrête ici et maintenant. Juste après, Marcel Arrossi pour la revue de presse. C'est bien évidemment lui qui vient donner le dernier coup de clé dans la porte. Arrossi à la une des retournements de veste malgré le code. C'est une information à lire à la manchette de Gasquiani Info. À mesure que l'échéance présidentielle de 2026 approche, le paysage politique béninois se transforme en un véritable échiquier stratégique où alliances et calculs politiques prennent le pas sur les engagements partisans. Gasquiani Info aujourd'hui met en lumière une facette méconnue mais déterminante du jeu électoral béninois, les retournements de veste facilités par une faille du code électoral. Ce dernier impose aux élus de parrainer un candidat de leur propre formation politique. Cependant, une fois ce parrainage accordé, ces mêmes élus ne sont pas tenus d'afficher un soutien effectif et exclusif à ce candidat, une brèche qui pourrait, selon Gasquiani Info, permettre l'émergence de stratégies ambivalentes où des acteurs politiques, tout en respectant formellement les exigences légales, pourraient en réalité favoriser d'autres candidatures dans un contexte où aucun dauphin naturel n'a encore été désigné par le président Patrice Talon. Cette ambiguïté ouvre la porte à un mercato politique où des élus pourraient discrètement négocier leur soutien en fonction de leurs intérêts stratégiques. Gasquiani Info insiste sur le fait que cette situation pourrait transformer la période préélectorale en une phase d'alliance fluctuante et d'opportunisme politique, rendant le scrutin encore plus imprévisible. Le quotidien souligne également que cette mécanique des retournements de veste n'est pas un phénomène nouveau dans la politique béninoise. Cependant, les réformes électorales récentes en réduisant le nombre de partis et en renforçant leur contrôle sur les candidatures ont paradoxalement encouragé ces pratiques en rendant les alternatives plus complexes pour les acteurs en quête d'opportunités. En définitive, Gasquiani Info met en garde contre une éventuelle explosion des jeux de coulisses et des repositionnements stratégiques dans les mois à venir. Il pose ainsi une question cruciale. Le code électoral béninois favorise-t-il réellement la discipline de parti ou laisse-t-il au contraire une marge de manœuvre pour les stratégies individuelles opportunistes? Et puis le silence dans le camp présidentiel est-il
la peur ou de la stratégie? C'est une interrogation. À la une du quotidien, La Nouvelle Tribune. Dans son article consacré au climat préélectoral, La Nouvelle Tribune s'intéresse à une caractéristique intrigante du paysage politique béninois à l'approche de 2026. Le mutisme apparent des figures potentielles du camp présidentiel. Alors que l'échéance électorale se rapproche, aucune personnalité de premier plan n'a ouvertement exprimé son intention de briguer la magistrature suprême. Ce silence soulève qu'une question majeure. S'agit-il d'une stratégie politique bien rodée ou d'une crainte de s'exposer trop tôt? Le journal explore deux hypothèses principales. La première repose sur la peur politique. Prendre trop tôt position pourrait être perçu comme un acte de défiance ou une impatience malvenue. Ce silence serait donc une manière pour les aspirants à la présidence d'éviter tout malentendu et de ne pas risquer de compromettre leur avenir politique avant l'heure. La seconde hypothèse met en avant une stratégie délibérée de discrétion dans un contexte où les rapports de force internes au camp présidentiel ne sont pas encore clairement définis. Rester en retrait permettrait aux candidats potentiels d'observer l'évolution du terrain avant de dévoiler leurs ambitions. En filigrane, La Nouvelle Tribune laisse entendre que cette situation pourrait jouer en faveur de l'opposition qui pourrait profiter de ce vide de leadership apparent pour structurer une alternative crédible et capter l'attention de l'opinion publique. Finalement, la grande interrogation demeure. Les prétendants du camp Talon attendent-ils simplement le bon moment pour se dévoiler ou leur silence est-il le reflet d'une difficulté plus profonde à s'émanciper de l'ombre du président? Et puis pour finir, Marcel Arrossi à la une également, la fermeture prochaine d'un symbole de Cotonou, du Bénin même en général, le marché international d'Antokpa. Dans son édition de ce 31 mars 2025, le matinal annonce une transformation majeure du paysage commercial béninois, la fermeture du marché d'Antokpa au profit du marché de gros d'Akasato. Selon le journal, la ministre de l'Industrie et du Commerce, Alimatou Chadia Assouma, a confirmé lors d'une émission que cette nouvelle infrastructure ouvrira ses portes à cette date, le 31 décembre 2025, et deviendra un pôle économique stratégique pour le pays et la sous-région tout entière. Une transition préparée et inéluctable selon le matinal qui rapporte que les travaux sont achevés et que l'administration procède actuellement à la répartition des usagers de Dantokpa vers leurs nouveaux emplacements. La ministre assure que tout est mis en œuvre pour que cette transition soit effective avant la fin de l'année, affirmant que le quartier peut continuer de s'appeler Dantokpa, mais ça ne sera plus le marché de Dantokpa. D'après les précisions du journal, le marché de gros d'Akasato, situé au quartier Zopa à Aboumé-Calavi, couvre 168 hectares et bénéficie d'installations modernes conformes aux standards internationaux. Toujours selon le matinal, des simulations sont en cours pour fixer les tarifs de location des espaces commerciaux avec pour objectif de garantir des prix accessibles et raisonnables. Un tournant historique pour le commerce béninois. Avec la fermeture annoncée du plus grand marché du Bénin, le matinal pose une question cruciale. Les commerçants de Dantokpa sont-ils prêts à cette transition? Le marché d'Akasato parviendra-t-il à remplacer l'icône, comme vous l'indiquez Herman, du commerce béninois qui était Dantokpa? Autant de défis qu'il reste à relever. Merci beaucoup à vous, Marcel. C'est moi. On se retrouve demain. Avec le même plaisir. Le même au sourire. Toujours. Et voilà qui va mettre un terme à la matinale 5 sur 7 matin ce lundi 31 mars, le dernier numéro de ce mois de mars. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de Janvier Tournon. Retrouvons-nous demain quand il sonnera très exactement 7h, 6h en temps universel. D'ici là, portez-vous très bien au revoir. Bon lundi, bonne semaine de travail à tous et à chacun. Paix et joie dans le monde. Salut.